Tu devrais être reconnaissante, Zoé. Mon fils t'a choisi. Une pauvre fille de village, sans le sou. Et maintenant, tu crois pouvoir partir avec une valise en pensant tout changer ici? Non, cette maison n'a jamais été faite pour quelqu'un comme toi. Je n'ai jamais voulu te manquer de respect, je voulais juste te prouver que je pouvais être plus qu'une simple pauvre fille. Mais si c'est ce que tu penses de moi, je dois peut-être partir. Je dois peut-être tracer mon propre chemin. Pars. Alors fais tes valises et va-t'en. Cette maison n'a plus de place pour quelqu'un comme toi. Nous avons ici une vraie épouse maintenant, quelqu'un qui connaît sa valeur. Il n'y a pas de place pour quelqu'un comme toi. Zoé prit son petit sac et s'éloigna de l'enclos où elle avait travaillé pendant 6 ans. Son mari venait d'épouser une autre femme, sa mère venait de jeter ses vêtements à terre. Tout le village avait assisté à sa honte. Elle ne cria pas, elle ne supplia pas, elle ne pleura même pas. Elle marcha simplement. Personne ne l'arrêta, personne ne courut après elle, personne ne dit « Attendez !» Ils rirent, ils chuchotèrent, ils rentrèrent à l'intérieur. Mais voici ce qu'aucun d'eux ne vit. Devant la porte du village, garée tranquillement sur le chemin de terre rouge, à l'abri des regards, une voiture, longue, noire, chère, le genre de voiture qui n'a rien à faire dans un village comme celui-ci. À qui appartient cette voiture? Que fait-elle ici? Et pourquoi est-elle arrivée le jour même où Zoé a été chassée? Suivez-moi, car cette histoire va vous choquer. La matinée avait commencé comme toutes les autres, un autre matin, dans le village d'Uguez. Les coqs chantaient, les femmes balayaient, les enfants couraient, l'odeur du bois de chaufferage et de l'huile de palme s'élevait de chaque maison. Mais lorsque le soleil atteignit le haut du ciel, quelque chose avait changé, quelque chose dont on parlerait pendant des années. Tout commença avec un rappeur, le meilleur rappeur de Zoé. Le bleu et or pour lequel elle avait économisé pendant 3 mois de prix du marché vola hors de la maison de Daniel. Il atterrit dans la poussière, puis vint son chemisier, ses chaussures, sa petite boîte en bois contenant ses affaires, un à un, jetées comme des ordures, comme si la femme à qui ils appartenaient était une ordure. Maman Daniel se tenait sur le seuil, les mains sur les hanches, sa voix assez forte pour que toute la rue l'entende. « Faites vos valises et partez, dit-elle. Cette maison a une vraie épouse maintenant. » Il n'y a pas de place pour une femme inutile, entendirent les voisins. Ils sortirent. Des femmes se tenaient près de leur clôture, des hommes s'arrêtèrent en chemin vers la ferme, des enfants cessèrent de jouer et regardèrent, les yeux grands ouverts, perplexes. Zoé se tenait au milieu de la cour. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas. Elle se pencha lentement, ramassa son pagne dans la terre, le plia soigneusement et le rangea dans son sac. Ses mains étaient fermes, son visage était calme, mais si vous aviez regardé attentivement, si vous aviez été assis près, vous auriez vu sa mâchoire se crisper une seule fois, juste une seconde. Le seul signe qu'elle était humaine, qu'elle ressentait quelque chose qu'aucune femme ne devrait jamais avoir à ressentir. Daniel se tenait près de la fenêtre. Il regardait sa femme, avec qui il était marié depuis 6 ans, ranger ses affaires dans la terre. Il ne dit rien, il ne fit rien. Il regardait simplement, comme un homme regarde quelque chose qui ne le concerne plus. À côté de lui se tenait Rita, 25 ans, une jeune femme pétillante, cheveux frais, sourire prière. Elle avait emménagé dans cette propriété il y a 2 mois, comme seconde épouse de Daniel. À présent, elle se tenait à ses côtés comme si elle avait toujours été là, comme si Zoé n'avait jamais existé. Elle aurait dû partir depuis longtemps, murmura Rita. Daniel ne dit rien, mais il ne contredit pas. Lulu fraya son chemin à travers la foule, son rappeur à moitié noué, le visage paniqué. « Zoé !» écria-t-elle, en saisissant le bras de son amie. « Zoé, ne fais pas ça. Résiste, dis quelque chose. Tu ne peux pas partir comme ça, sans faire de bruit. » Zoé la regarda et sourit doucement, un sourire qui désorienta Lulu plus que n'importe quel mot. « Laisse-moi partir, Lulu, » dit-elle doucement. « Mais où iras-tu? Tu n'as personne ici. »« J'ai tout ce qu'il me faut. » Elle prit son petit sac et se redressa. Elle marcha vers le portail de la propriété, la tête haute, passant devant les femmes qui chuchotaient, devant les enfants qui la dévisageaient, devant l'homme qui lui avait jadis promis de l'aimer. Daniel ne l'appela pas son nom, pas une seule fois. Arrivée au portail, Zoé s'arrêta. Elle plongea la main dans sa poche et sortit son téléphone. Elle composa un numéro qu'elle avait gardé caché pendant 6 ans, et elle prononça seulement 3 mots avant de raccrocher. « Papa, je suis prête. » Puis elle sortit, et personne ne comprit le sens de ces mots. Pas encore. Ce que Daniel ignorait, c'est que Zoé avait passé un dernier coup de fil avant de partir.
Un seul appel vers un numéro qu'elle avait gardé caché pendant 6 ans. Le numéro qui allait tout changer. 6 ans plus tôt, Zoé était arrivée au village d'Uguez, pour tout bagage, un petit sac et un cœur débordant d'amour. Elle avait 22 ans. Elle était belle, éduquée, à voix douce, le genre de femme qui faisait s'arrêter les gens et les faisait regarder à 2 fois, non pas par ses vêtements, qui étaient simples, mais par quelque chose dans ses yeux, une intelligence tranquille, une profonde sérénité, comme si elle savait quelque chose que vous n'ignoriez. Personne ne posa de questions. Elle était la femme de Daniel, cela suffisait. Daniel était différent à cette époque. Au début, il était gentil. Il l'appelait « Nem »,« ma mère »,« mon cœur », comme les hommes appellent les femmes qu'ils aiment vraiment. Il lui tenait la main au marché. Il la défendait quand sa mère se plaignait. Il lui disait « Tant que je serai là, personne ne te touchera ». Zoé le croyait. Elle avait tout abandonné pour être avec lui. Sa vraie vie, son vrai monde, tout était laissé derrière elle, parce qu'elle voulait savoir une seule chose, l'aimerait-il pour ce qu'elle était? Pas pour le nom de son père, pas pour son argent, pas pour les opportunités que sa famille pouvait lui offrir, juste elle, la simple Zoé, la marchande, la femme du fermier. Pendant 2 ans, la réponse semblait être oui. Puis, la mère de Daniel est arrivée. Cela commença doucement. « Zoé, pourquoi cette soupe est-elle trop liquide ? Zoé, une bonne épouse se lève avant son mari. Zoé, tes amis ont déjà 3 enfants, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Daniel ne dit rien. Il était occupé, il était fatigué, il avait la voix de sa mère dans une oreille chaque jour, et lentement, comme l'eau qui use la pierre, cela fonctionna. À la 3e année, Daniel cessa de l'appeler Nem. À la 4e année, il cessa de manger sa nourriture si sa mère s'en plaignait avant. À la 5e année, il haussa le ton devant elle devant les visiteurs sans éprouver la moindre honte. Zoé se levait tous les matins à 4 heures. Elle allait chercher de l'eau avant le lever du soleil. Elle balayait la cour. Elle préparait le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Elle cultivait. Elle allait au marché et vendait des légumes 3 jours par semaine. Chaque coubeau qu'elle préparait, elle le donnait à Daniel sans qu'on lui demande. Il le prenait sans dire merci. Elle ne se plaignait jamais. Elle ne se défendait jamais. Elle n'appela jamais son père pour lui raconter ce qui se passait, car elle attendait encore, espérait encore, croyait encore que l'homme qu'elle avait aimé au début était toujours quelque part à l'intérieur de cette étrangère froide et vide. Il n'y était pas. Lulu nota des choses. « Zoé, tu parles tout aussi bien qu'une marchande de village, dit-elle un après-midi, en regardant son amie compter des tomates avec des doigts élégants et précis. Zoé rit doucement. « Bien parler est un crime, maintenant ? Où es-tu allée à école ? Loin. Et ta famille, tu n'en parles jamais. » Zoé resta silencieuse un instant, puis elle regarda Lulu avec ses yeux calmes et pénétrants et dit quelque chose que Lulu n'oubliera jamais. « Tu le sauras bientôt. » C'était il y a 3 mois, et Lulu n'avait cessé de se poser des questions depuis. Car la femme que Daniel traitait comme une servante n'était pas celle qu'il croyait, et la vie qu'elle avait laissée derrière elle, la vie qu'elle avait si soigneusement cachée, était sur le point de la rattraper. Rita n'est pas entrée dans la propriété de Daniel, elle est arrivée, nouvelle rappeuse, parfum frais, la tête haute, comme une reine prenant son trône, comme si la propriété l'avait attendue depuis toujours, comme si Zoé qui avait lavé ce sol, cuisiné sur ce feu et saigné silencieusement dans cette maison depuis 6 ans, l'avait simplement gardée chaude. Pour elle. Et maman Daniel l'a accueillie à bras ouverts. « Nam, dit-elle, mon enfant, tu es enfin là. » Elle n'avait jamais appelé Zoé ainsi. En 2 semaines, la propriété avait changé. Rita mangeait première, Rita choisissait les meilleures portions, Rita s'asseyait sur la chaise près de la fenêtre, la chaise que Zoé avait achetée avec son propre argent du marché et croisait les jambes comme si elle possédait tout ce qu'elle voyait. Un matin, Zoé sortit vêtue de son plus beau rappeur bleu et or, celui pour lequel elle avait économisé 3 mois de prix du marché. Rita le regarda, ne dit rien, sourit. Le lendemain, Rita, le rappeur portait, Zoé ne dit rien. Elle trouva simplement un autre rappeur, le noua discrètement et alla au marché, car c'était Zoé. Elle avalait sa douleur comme d'autres femmes avalent de l'eau, aisément, sans faire d'histoire, sans laisser paraître à quel point elle était profonde. Maman Daniel cessa de faire semblant. Avant l'arrivée de Rita, elle avait au moins gardé une politesse minimale devant les visiteurs. Maintenant, elle n'y prêtait plus attention. Rita avait préparé cette soupe, annonçait-elle au dîner. Vous sentez la différence? Voilà ce que cuisine une vraie épouse. Les visiteurs hoquaient d'un air garbouillé. Zoé s'asseyait calmement et mangeait les restants. Daniel ne dit rien.
Son silence était la plus forte des cruautés. Les femmes du village discutèrent. Plusieurs prirent le parti de Daniel. « Le pauvre homme », dirent-elles en secouant les têtes. 6 ans et pas d'enfant, que peut un homme faire? Elles apportèrent des cadeaux à Rita. Elles félicitèrent la mère de Daniel. Elles sourirent à Zoé de ce sourire particulier, mi-pitié, mi-mépris. C'est en quelque sorte pire qu'une insulte. Mais pas tout le monde. Marie, la vieille vendeuse d'arachides près de la porte du marché, regarda Zoé passer un après-midi et dit doucement à la femme assise à côté d'elle « Cette gare n'a de l'allure. Tu as remarqué? Même maintenant, même comme ça, elle a de l'allure. » L'autre femme haussa les épaules. « Quelqu'un qui n'a rien ?» Marie ne répondit rien, mais elle suivit Zoé du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin du regard. Lulu vint à Zoé ce soir-là, furieuse. « Défends-toi, lui dit-elle. Crie, pleure, fais quelque chose. Tu es un être humain, pas une Mahé. » Zoé pliait ses emballages. Assise près de la fenêtre, elle continuait de plier. « Lulu, dit-elle calmement, une femme qui sait ce qui l'attend ne gaspille pas son énergie pour ce qui est présent. Qu'est-ce que cela signifie ?» Zoé sourit. Ce même sourire discret et entendu. « C'est presque l'heure, dit-elle doucement. » Le soir même, le vieux Simon franchit le portail de l'enceinte. Il ralentit, jeta un coup d'œil à l'intérieur et observa Zoé longuement, son dos droit, ses mains fermes, son visage impassible. Il secoua lentement la tête et poursuivit son chemin. Elle n'avait pas l'air d'une femme vaincue, elle avait l'air d'une femme qui attendait. Le jour où maman Daniel désigna enfin le portail et dit à Zoé de partir, Rita rit si fort qu'elle dut s'appuyer contre le mur. « Retourne auprès de ta pauvre famille, dit-elle. Personne ici ne veut de toi. » Elle rit comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais dite, comme si c'était fini, comme si elle avait gagné. Si seulement elle savait qui était déjà en route. Le matin du départ de Zoé, le ciel était d'un orange brûlé. Elle était réveillée avant tout le monde. Elle n'avait pas beaucoup dormi, non pas par peur, non pas par tristesse, mais parce qu'elle avait réfléchi attentivement, en silence, comme elle l'avait toujours fait dans cette propriété. Elle s'assit au bord du lit qu'elle avait partagé avec Daniel pendant 6 ans. Elle observa lentement la pièce, le mur fissuré qu'elle avait réparé de ses propres mains, le rideau qu'elle avait cousu elle-même avec des chutes de tissu du marché, la petite photo d'elle et de Daniel, prise le jour de leur mariage, toujours accrochée là, poussiéreuse et oubliée. Elle se leva. Elle ne prit pas la photo. Elle fit un seul sac, un seul, assez petit pour être porté sur une épaule. Elle plia 2 pochettes plastiques, un chemisier, sa Bible et un petit carnet. Elle laissa tout le reste. Son argent du marché, 3 semaines d'économie soigneusement préparées, elle les laissa sur la table, soigneusement empilées. Elle laissa ses casseroles, elle laissa les rideaux qu'elle avait cousis, elle laissa 6 années de sa vie derrière elle, sans emporter rien qui ne fût absolument nécessaire, car là où elle allait, elle n'en aurait besoin de rien. Maman Daniel se tenait dans la cour lorsque Zoé sortit. Elle s'attendait à des larmes, elle s'attendait à des supplications. Elle se préparait depuis des semaines à une scène qu'elle pourrait décrire aux voisins. Au lieu de cela, Zoé s'approcha d'elle, la regarda dans les yeux et dit doucement « Merci pour tout, maman. Je te souhaite le meilleur. » Maman Daniel cligna des yeux, ouvrit la bouche et la referma. Elle était sans voix. Rita observait depuis l'embrasure de la porte. Le sourire sur son visage se transforma un instant en une expression qui ressemblait presque à de la confusion, presque à du malaise, comme quelqu'un qui a gagné une partie, mais qui soudain ne sait plus très bien avoir compris les règles. Zoé la regarda aussi, calme, sereine. « Prends soin de cette maison, » dit-elle simplement. Puis elle se tourna vers Daniel. Il était debout près du manguier, les bras croisés, le visage impassible. L'homme qu'il avait un jour appelé Nem et qui le pensait vraiment. « Je prie pour que tu trouves le bonheur que tu recherches, » dit Zoé. Il ne dit rien. Elle hocha la tête une fois, comme si elle n'attendait rien de plus. Dehors, le portail était ouvert. Toute la rue était rassemblée. Voisins, femmes, enfants, le vieux Simon se tenait à l'écart de la foule, observant d'un regard grave. Certains détournèrent le regard au passage de Zoé.
D'autres chuchotèrent. Une jeune femme au fond de la foule s'essuya rapidement les yeux, espérant que personne ne le remarque. Lulu pleurait à chaudes larmes. « Zoé, s'il te plaît !» Elle lui attrapa la main au portail. « Où veux-tu aller? Dis-le-moi au moins. » Zoé serra la main de son amie, se pencha et lui murmura 4 mots à l'oreille. « Tu verras ce qui se passera demain. » Puis elle la lâcha. Elle franchit le portail. Elle ne se retourna qu'une seule fois, juste au bord du chemin. Elle s'arrêta, tourna lentement la tête, contempla une dernière fois la propriété et sourit. Ce sourire étrange, silencieux et entendu, que personne dans ce village n'avait jamais su expliquer. Puis elle reprit son chemin. Au bout du chemin, là où le sentier du village rejoignait la route principale, une voiture était garée dans l'ombre d'un margosier. Longue, noire, luxueuse, le chauffeur sortit aussitôt en la voyant et ouvrit la portière sans un mot. Zoé monta, la voiture démarra. Et ainsi, elle était disparue. Ces soirs-là, Daniel et Rita fêtèrent l'événement. Maman Daniel prépara une soupe au poivre et du gruau pilé. Ils rirent, ils parlaient de l'avenir, ils croyaient de tout leur cœur à leur victoire. Ce qu'aucun d'eux n'ignorait, c'est qu'à 400 km de là, un convoi était déjà en route, et il roulait à toute vitesse, et il arriverait au village du Gaillet à 10 heures précises le lendemain matin. Ils l'entendirent avant de le voir, un grondement soubre, comme un tonnerre de loin, sauf que le ciel était parfaitement dégagé, comme quelque chose d'immense et irrésistible se déplaçant à travers la terre elle-même. Puis le convoi apparut au virage. 5 4x4 noirs roulant en file indienne, vitres teintées, carrosserie luisante sous le soleil matinal, comme venus d'un autre monde. Un monde que ce village n'avait jamais vu qu'à la télévision. Les gens sortirent de leur maison sans savoir pourquoi. Des enfants coururent au bord de la route. Les présages se protégeaient les yeux du soleil et fixèrent du regard. Les véhicules ne ralentirent pas au marché. Ils ne s'arrêtèrent ni à l'église, ni à l'école, ni à la salle communale. Ils arrivèrent directement à la propriété de Daniel et s'arrêtèrent un long moment. Personne ne bougea. Puis la portière de la première voiture s'ouvrit. L'homme qui en sortit avait 60 ans, mais se tenait avec une dignité telle que la terre lui devait quelque chose. Son costume était d'un bordeaux profond, brodé de fils d'or. Ses chaussures étaient en cuir. Autour de son cou, un lourd médaillon de chef brillait du soleil. 2 hommes en costume sortirent immédiatement derrière lui, prenant place sans qu'on le leur demande. Le village retira tout son regard. Le chef Joshua observa la propriété, puis il regarda la foule qui se rassemblait lentement derrière lui. Puis il parla d'une voix douce, mais qui résonnait dans toute la rue comme un battement de tambour. « Où est Daniel ?» Daniel sortit en s'essuyant les mains sur un chiffon. Il vit les voitures, il vit les hommes, il aperçut le chef. Ses pas ralentirent. Quelque chose dans son estomac se mit à bouger d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. « Monsieur » dit-il en se redressant. « Bonjour, monsieur. Comment puis-je »« Où est ma fille ?» Le tissu tomba des mains de Daniel. « Je suis désolé, Zoé. » Les yeux du chef Joshua restèrent impassibles. « Ma fille, la femme qui a vécu dans cette propriété pendant 6 ans, où est-elle » Le silence qui suivit fut le plus assourdissant que le village d'Uguiyoun ait jamais connu. Maman Daniel apparut sur le seuil. Elle regarda le chef, elle regarda ses voitures, elle regarda son médaillon. Et puis lentement, ses jambes se dérobèrent sous elle. Sa voisine la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. Rita ne sortit pas du tout. Len et Simon s'avança hors de la foule. « Chef, dit-il prudemment, la femme, Zoé, est partie hier matin. » Le chef Joshua hocha lentement la tête. Il fouilla dans son agenda et en sortit son téléphone. Il composa un numéro, mit le haut-parleur. Ça sonna 2 fois. « Papa ?» La voix de Zoé parvint à ses oreilles, claire, chaleureuse et calme. « Tu es là ?»« Je suis là, NWA. » Sa voix devint toute douce, tendre, la voix d'un père. « Ils veulent savoir où tu es. » Un court silence. « Alors dis-leur que je suis rentré, papa. Je suis enfin rentré. » Il raccrocha. Il regarda Daniel. « Je t'ai guenné ta femme il y a 6 ans, dit le chef Joshua. Non pas par obligation, mais parce qu'elle me l'a demandé. Elle m'a dit avoir trouvé un homme qu'elle aimait. Elle voulait savoir si cet homme l'aimerait en retour. Pas pour mon nom, pas pour mon argent. Juste pour elle. » Il laissa ses mots en suspens. J'observais. J'attendis. Je reçus ses rapports. Tous. Il regarda maman Daniel, soutenue par 2 femmes. Chaque insulte, chaque humiliation, chaque matin où elle se levait à 4 heures du matin pour servir des gens qui la traitaient comme si elle n'était rien,
Daniel resta bouche bée. Aucun mot ne sortit. « J'allais venir te voir comme un père. » Le chef Joshua poursuivit. « J'allais vous intégrer à ma famille, à mes entreprises, à mon nom. J'allais offrir à vos enfants un avenir que 3 générations de votre famille n'auraient pu construire seuls. J'étais prêt à faire tout cela pour le bonheur de ma fille. » Il boutonna sa chemise d'un air calme. « Mais ma fille n'est pas heureuse. Elle ne l'est plus depuis très longtemps. » Il se retourna vers sa voiture. « S'il vous plaît, monsieur, attendez. » La voix de Daniel se brisa. Il s'avança. Un des hommes en costume s'avança sur son chemin sans le toucher. Juste un pas. C'en était trop. Le chef Joshua ne se retourna pas. Il monta dans sa voiture, les portières se fermèrent. Le convoi fit lentement demi-tour et remonta la route, d'un pas régulier, sans hâte, comme le fait le pouvoir quand il n'a rien à prouver. Le village observa jusqu'à ce que le dernier véhicule disparaisse. Puis tous les regards se tournèrent vers Daniel. Ce regard, celui-là même qu'on ne peut effacer. « 6 ans, dit Marie, le vendeur d'arachides, à personne. Il avait hébergé la fille d'un chef pendant 6 ans. Personne ne rit, personne ne chuchota. Ils se contentèrent de le regarder, cet homme qui avait gâché quelque chose d'inestimable parce qu'il n'avait jamais pensé à lui demander qui elle était vraiment. Rita partit cette même nuit. Pas d'adieu, pas d'explication, juste un pas et un portail qui se refermait doucement dans l'obscurité. Maman Daniel ne quitta pas sa chambre pendant 3 jours. Daniel essaya d'appeler Zoé. Nul. Il envoya un message par l'intermédiaire de l'ancien Simon. Aucune réponse. Il se rendit en ville, trouva le bureau du chef Joshua, une tour de verre et d'acier qui faisait paraître tout son village comme une simple note de pas de page, et resta debout devant pendant 1 heure avant de rebrousser chemin. Certaines portes, une fois fermées, ne s'ouvrent plus. Zoé ne retourna jamais à Uguillou. Elle retourna chez son père, dans de vastes roms baignés de lumière pure, entourée de gens qui la regardaient et la voyaient pleinement. Elle rit de nouveau, elle dormit bien, elle guérit lentement, comme le font les blessures profondes, pas d'un coup, mais véritablement. Et avec le temps, elle trouva quelqu'un, un homme qui savait exactement qui était son père, qui savait exactement d'où elle venait, et qui la choisit malgré tout. Non pas malgré tout cela, mais simplement parce qu'elle était Zoé. Cela lui suffisait. Cela avait toujours suffi. Il avait juste fallu le mauvais homme pour lui montrer à quoi semblerait le bon. Et ainsi, le village d'Uguillou apprit ce que Daniel et sa mère ont appris trop tard. Ne jamais mépriser personne. La personne que vous traitez de moins qu'un rien aujourd'hui pourrait bien être celle qui a le pouvoir de changer votre vie demain. Traitez tout le monde avec gentillesse, traitez tout le monde avec respect, car on ne sait jamais qui est assis en face de soi. Le silence de Zoé n'était pas faiblesse, c'était dignité. Sa patience n'était pas folie, c'était une épreuve. Et Daniel a échoué à l'épreuve qui aurait tout changé, non seulement pour lui, mais pour toutes les générations qui auraient suivi. Certaines pertes sont irréparables, certaines chances ne se présentent qu'une seule fois. Et les personnes les plus tristes du monde ne sont pas celles qui ont souffert, ce sont celles qui avaient tout à portée de main et ne l'ont jamais su avant de l'avoir perdu.